Bonjour à tous, merci de nous avoir invités et d'avoir organisé cette rencontre. Je suis énologue, je suis chilienne, mais je travaille comme énologue en Californie depuis 21 ans. C'est donc ici, en Californie, que je fais mon parcours professionnel. De mon côté, je voudrais me concentrer sur la partie pratique, comment, quand et où mesurer les potentiels redox et pourquoi est-il important de le faire. Il y a quelques années, il y a 5 ans, j'étais en voyage en Espagne et à cette occasion, j'ai vu une unité pour la mesure du potentiel redox. À Matanzas Creek, la cave où je travaille, nous avons si un sauvignon blanc, je n'utilise pas d'oxygène. Alors, mon idée était de savoir vraiment si j'étais en train d'élaborer des sauvignons blancs réductifs ou pas, parce que je disais toujours aux commerciaux qu'il y avait des sauvignons blancs réductifs. C'est donc à cette occasion que j'ai essayé pour la première fois l'unité Electron Wine. Donc le matériel que nous avons a un électrode en platine, comme vous le disiez Federico, avec un électrode de référence. Et ces deux électrodes forment une unité, une sonde qui est placée dans le vin. Les unités sont exprimées à millivolts. Et en général, dans la littérature, l'acronyme qu'on rencontre est l'acronyme EH. Parce que, comme le disait Federico, ce n'est pas une mesure ponctuelle. Justement, il parlait d'une tempête. Il évoquait une tempête de ces couples de composés qu'on est en train de mesurer. Donc, la machine mesure à toutes les 6 secondes. Et on fait finalement une moyenne de ces mesures. Donc tout cela, la mesure que l'on obtient finalement est la force électromotrice du vin. Je pense que cette notion de la force électromotrice est plus facile à comprendre et à expliquer. Donc cette sonde que l'on peut placer dans le mou et dans le vin, la sonde doit rester en place de 20 à 30 minutes pour se stabiliser. La mesure est faite en continu, donc on peut laisser la sonde en place pendant toute la durée de la fermentation. Et c'est très intéressant parce que en fonction des différentes opérations qu'on fait au cours de la fermentation, en fonction des traitements, des apports, que ce soit apport de nutriments, ajout de glutathion, remontage, etc. Si on fait par exemple des mesures dans le rouge, on a la possibilité d'avoir ces courbes, ces graphiques, et du coup on peut associer, on peut comparer notre perception du vin avec les différentes données chiffrées qu'on voit sur l'écran du potentiel redox. Quand est-ce qu'il faut mesurer? Alors, nous ne pouvons pas mesurer le métaux du mou, que ce soit du fer, du cuivre ou du manganèse, parce que cela coûte très cher. Et nous savons très bien quelle est l'influence, quelle est l'importance de ces métaux. Federico nous l'a expliqué, donc nous ne pouvons pas les mesurer, mais nous pouvons mesurer les potentiels redox. Tous les traitements qui sont faits au vignoble pour éviter l'oïdium, les botrytis et d'autres maladies. Donc une bonne partie de ces traitements contiennent, comme vous le savez, le métaux mentionné ci-dessus. Les apports de soufre sont aussi fondamentaux. Dès lors, il est primordial de savoir quels sont les produits qui ont été utilisés au vignoble avant de réceptionner les raisins à la cave, parce que plus ou moins on sait à quoi s'en tenir à l'avance. Mon conseil est donc de commencer à mesurer dans les mous pour avoir de mesures de référence. Je suis en train de vous montrer maintenant en graphique dans Sauvignon blanc dont nous avons prélevé des échantillons.
Donc, nous avons reçu les mots et nous avons commencé à mesurer ce que nous étions en train de faire. La première année, nous n'avons pas apporté des changements. Donc, lorsque les raisins arrivent à la cave, ils sont pressés. Donc, les mous est traité de la presse avec beaucoup de granulés de glace sèche. Et donc, nous commençons à mesurer déjà à cette étape pour comprendre quel est le niveau de potentiel redox du mou à l'arrivée. Ensuite, on mesure encore une fois dans la cuve. Et ici, vous voyez ces graphiques. Donc, la ligne pointillée orange indique la température en degrés Fahrenheit. Donc, 62 degrés Fahrenheit, c'est plus ou moins 17 degrés Celsius. Et les barres bleues représentent les potentiels redox moyens par jour alors qu'il est déjà stabilisé. Donc, nous le mesurons 2 ou 3 fois par jour. Ce n'est pas une valeur absolue, c'est une valeur de référence. Mais cela nous donne déjà des informations très fiables sur la situation de départ. Donc, il y a une correspondance. On fait toujours ce type de mesures sur au moins 5 mois chaque année. Au départ, on a plus ou moins de valeurs de potentiel redox de 200 à 300 millivolts. Les brix sont indiqués ci-dessous. On commence avec 23,2 degrés brix les premiers jours. Et puis, bon, voilà mon pointeur. Dès l'ajout de la levure, il y a une baisse très rapide du potentiel de réduction. Donc ici, dans ces mous, le point de départ a été 200 et déjà en troisième journée, le troisième jour, nous étions déjà à 24,4 comme brix et moins 50 millivolts. Et puis, on continue à mesurer au fil du temps, au fil des jours, et on se rend compte finalement qu'on atteint des niveaux de potentiel négatifs. J'ai vu des chardonnays qui atteignent des niveaux de moins 100 ou moins 150. Bon, nous, on calcule la moyenne. Nous faisons les sauvignons blancs tels que présentés par un panéliste qui a pris la parole avant notre session. Donc, pendant 2 ou 3 jours, la température est maintenue à 17 degrés, puis la température est portée à environ 12 degrés. Vous voyez ici qu'à la température la plus basse, le potentiel redox est maintenu. Et ensuite, avec le temps, les potentiels d'oxydoréduction commencent à augmenter. Il atteint un niveau d'environ 150. Il y a aussi une autre occasion dans laquelle je préconise de mesures du potentiel redox. Bon, je fais des mesures tous les temps, mais il y a des moments, il y a des étapes qui sont essentielles. L'une de celles-ci, c'est avant la mise en bouteille. Ça, c'est une étude comparative que j'ai réalisée moi-même. C'était une grande cuve. Alors, nous avons mis une sonde tout en haut. La sonde supérieure avait un potentiel de réduction plus élevé en moyenne, avec une valeur plus ou moins de 140 millivolts. Ensuite, nous avons mis l'autre sonde plus bas, plus près du plancher de la cuve, où il y avait plus des dépôts de fond de cuve. Et là, le potentiel de réduction est inférieur car les levures ont un potentiel de réduction interne à leurs cellules de plus ou moins 300 millivolts. Alors, plus la sonde est proche des lits, plus le potentiel de réduction est faible. Alors j'ai dit d'accord, j'ai une cuve dans son intégralité. Voilà ce que nous allons faire. Nous allons filtrer. L'eau de la cuve est acheminée vers une cuve ici à droite et les potentiels étaient des 140 millivolts. Ensuite, le fond de la cuve qu'on fait sortir par la vanne d'en bas a été acheminé dans une autre cuve. On l'a filtré dans une cuve séparée, ce qui nous a donné une valeur de 87 millivolts.
Puis il y avait la partie centrale de la cuve qui a été transférée à son tour dans une autre cuve et qui nous a donné une valeur de 103 millivolts. Puis nous avons réuni une douzaine d'énologues, nous leur avons soumis les échantillons et nous leur avons demandé de nous donner des descripteurs et de nous dire lequel ils préféraient, quelle était leur préférence. Ce que nous avons constaté, c'est que plus le potentiel redox est faible, plus les arômes sont perçus comme arômes de fleurs blanches. C'était moins fruité, les fruits n'étaient pas aussi exubérants. Et il y avait aussi des arômes de pierres blanches. Vous allez me dire que les pierres blanches n'ont pas d'arôme, mais c'est quand même une expression de minéralité. Il y avait des arômes de pêche blanche, c'était plus linéaire, il y avait une certaine tension. L'autre, avec un potentiel de réduction plus important, des 140 millivolts, dans cet échantillon, le bois était plus présent. Nous fermentons ces chardonnays à 100% dans du bois. On fut 9 des chênes français neutres. Par conséquent, le vin était plus boisé, il était moins floral, il y avait plus de fruits mûrs, plus d'arômes d'ananas, plus expressif, plus de melon, plus de bananes, et dans la bouche, il était plus rond, plus crémeux. Et en réalité, selon l'expérience de l'énologue et en fonction également de ses préférences, il y a une chose qui nous a frappé, c'est-à-dire que les jeunes énologues avaient plutôt tendance à préférer celui qui avait un potentiel redox plus faible, alors que les énologues plus expérimentés préféraient plutôt celui qui avait le plus fort potentiel d'oxydoréduction. En ce qui me concerne, moi je préfère personnellement celui qui a une valeur de 80 et un potentiel redox, disons plus bas ou moyen. Dans cette image, je vous ai mis de levure Saccharomyces cerevisiae. L'idée est de nous rappeler que dans le milieu intracellulaire de la cellule de levure s'efforce toujours de diminuer le potentiel redox du mot. Et ça, c'est important et c'est la raison pour laquelle il faut moduler en utilisant les lits. Alors, si vous constatez par exemple que les vins ont faible potentiel redox, vous devez retirer de lit. C'est ce que nous faisons maintenant. Auparavant, nous ne le faisions pas sans mesurer le potentiel redox. Maintenant, si vous avez un vin oxydé, vous pouvez y ajouter des lits provenant d'une autre cuve pour diminuer le potentiel redox. La gestion des lits est l'une des méthodes la plus efficace pour gérer un potentiel redox. C'est ce que j'ai découvert. Une autre occasion à laquelle je conseille de mesurer, comme je vous le disais, c'est avant la mise en bouteille. Excusez-moi. Attendez. Merci. Oui, voilà. Surtout si vous avez une bouteille de vin transparente. Donc, dans le vin, il y a de la cystéine, il y a de la méthionine. Lorsqu'il y a de la lumière, lorsqu'il y a des ondes lumineuses des 320, 440, en particulier ces lumières fluorescentes qu'on utilise dans les supermarchés, donc ces lumières activent la riboflavine et l'acide pantothénique. Et il s'est produit dans la bouteille une réaction qui fait en sorte que la cystéine et la méthionine se transforment en sulfure des diméthyl, DMS, diméthyldisulfure, DMDS et acide sulfurique. Et bien sûr, il y a également production de mercaptane. Certains ont des odeurs d'ail, de chou, de haricots verts. Et c'est sûr que ces arômes ne profitent pas au vin. Le vin qui en résulte n'est pas très bon. Et bon, aucun d'entre nous, je pense, ne veut avoir un vin qui a ces types d'odeurs. Donc, mon conseil est de mesurer avant.
Finalement, la dernière question était pourquoi mesurer? Donc, c'est vrai que lorsque nous avons la responsabilité d'un vin, nous souhaitons que les profils aromatiques de ce vin soient parfaits, que ce vin soit riche, exubérant, qu'il ait des caractéristiques idéales. Mais disons que le milieu, la bouteille, est un milieu réducteur, à plus forte raison s'il y a de la lumière, hein, en fonction également de l'obturateur. Si nous avons une capsule à vis, celle-ci va influencer ces milieux réducteurs. Par conséquent, il est fondamental de mesurer pour évaluer les risques d'un faible potentiel redox lors du stockage de bouteilles.